Bonsoir à tous, il est 23h30, voici les titres de cette édition. Journée chargée hier lundi pour les députés à l'Assemblée nationale, ils ont adopté 5 projets de loi, le point dans un instant. La recherche en éducation pour l'enseignement de qualité, le concept est au cœur d'une rencontre qui se tient ici à Cotonou. Les détails dans un journal. Malaika Dotou Sakafar, une œuvre de Dela Jovi en exposition à la Fondation Claudine Talon. L'œuvre mélange photographie, poésie, installation. Ghislain Kogué nous en parle dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Vous le savez, l'information du jour, c'est bien l'entrée en lice plus ou moins réussie pour le Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations. Les écureuils ont arraché un match nul, 2 buts partout devant les Black Stars du Ghana, doublé par l'attaquant béninois Michael Poté du côté des Ghanais. Ce sont les frères Ayou qui ont mis les 2 buts. Prochaine sortie des écureuils, c'est bien sûr samedi prochain à 20h face à la Guinée-Bissau. On peut dire alors bonne chance aux écureuils du Bénin. Le Bénin adhère au projet Swido à la suite de 6 autres pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui vise l'autonomisation des femmes et des jeunes. En prélude à la cérémonie de lancement officiel, le ministre du Plan chargé de développement revient sur l'importance de ce projet ainsi que les résultats attendus. On écoute Abdel Biochane, il est ici au micro de Christelle Tongodo. Le projet SWED, qui est une traduction en anglais du projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques pour les femmes du Sahel. C'est un projet qui est destiné justement à soutenir l'autonomisation des femmes, à encourager les pays qui adhèrent à ce projet-là à saisir les opportunités que présentent les dividendes démographiques. Et donc, nous avons décidé, sur instruction du chef de l'État, d'adhérer à ce projet-là. Ça a été une démarche très forte, puisque le chef de l'État a assisté à un sommet des chefs d'État des pays qui y ont adhéré. Je veux rappeler qu'il y a 7 pays aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest, dont notamment le Burkina, le Niger et le Sénégal. Nous sommes le 7e pays. C'est un projet important par sa taille, parce qu'il bénéficie d'un don de la Banque mondiale de 50 milliards de francs CFA. C'est un projet qui va véritablement soutenir dans notre pays l'autonomisation, surtout des jeunes filles, des jeunes femmes qui ont des besoins importants, comme nous le savons. Pour le gouvernement béninois, c'est un projet très très important. D'abord parce qu'il s'occupe d'une frange de notre population qui est très importante, les femmes, les jeunes femmes. Et ensuite parce qu'il va s'attaquer à un problème important pour nous qui est celui des dividendes démographiques. C'est-à-dire comment pour nous saisir le fait que notre population est très jeune et résoudre des problèmes qui nous empêchent justement de saisir cette opportunité-là de la jeunesse de notre population, notamment en matière d'éducation, notamment en matière de santé et de santé reproductive. Et donc, c'est pour cela que dès que nous avons eu connaissance de ce projet, et bien que nous ne soyons pas un pays du Sahel, le chef de l'État a tenu qu'on puisse y adhérer et il a fait tout pour cela. Alors, les résultats attendus du projet sont très très importants. Nous allons cibler à travers ce projet plus de 3,5 millions de nos compatriotes, surtout les jeunes et surtout les jeunes femmes comme je l'ai indiqué. Donc nous allons pouvoir nous attaquer à des problèmes comme la scolarisation. Donc beaucoup de jeunes filles vont pouvoir bénéficier de bourses par exemple, pour accéder à des formations techniques et professionnelles. D'autres vont avoir des formations pour pouvoir saisir des opportunités professionnelles, notamment dans l'entrepreneuriat. D'autres encore vont pouvoir être assistés sur
des sujets aussi importants que la santé prénatale. Et puis, nous avons des formations qui seront offertes, notamment par exemple aux sages-femmes pour assister davantage de femmes. Donc c'est un projet, je le répète, qui va atteindre au moins 3,5 millions de nos compatriotes et nous allons pouvoir donc résoudre ces problèmes-là et nous donner une chance à notre pays de saisir la chance que représente notre population et la plus jeune frange de notre population. Donc c'est une cérémonie solennelle qui va lancer ce projet-là et qui va dire à nos partenaires importants que sont la Banque mondiale et l'UNFPA que nous sommes prêts au niveau de la partie nationale à commencer l'exécution du projet. Allons à présent au Palais des gouverneurs à Porte-Novo. Ce lundi, c'était une journée marathon pour les députés. Ils ont voté à l'unanimité 5 projets de loi. Le point ici avec Guillaume Aviano. Un après-midi chargé pour les députés appelés ce lundi à examiner 5 projets de loi. D'abord, le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt d'un montant de 10 milliards de francs CFA environ, un accord signé entre le Bénin et le Fonds cohésion pour le développement arabe pour le financement du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Boukoumbe, de Kové et de Zayanando. Un prêt consenti par l'État qui va être octroyé à la SONEB sous la forme d'une subvention selon le rapport de la Commission du plan du Parlement. Une nouvelle qui devrait changer la vie de plusieurs millions de Béninois contraints jusque-là d'attendre d'avoir enfin accès à de l'eau potable. Lorsque vous êtes en milieu rural, vous avez de nombreux ouvrages qui sont hors d'usage. Alors, lorsque vous discutez avec les populations qui sont concernées, elles vous posent ce problème de les aider à leur réhabilitation. Je voudrais demander concrètement comment le suivi se fait et qui a en charge, n'est-ce pas, la réparation, n'est-ce pas, de ces ouvrages. Les populations pour qui on est en train de faire ce prêt, il y a des gens qui meurent faute d'eau potable avant la fin des travaux. Ou bien nous voyons que les travaux traînent pendant longtemps, l'accord de prêt est signé et les travaux traînent pendant longtemps et des gens en meurent encore. La seule chose qui m'a désolé un peu dans ce projet, c'est que je n'ai pas vu la commune de Wikri dedans, alors que c'est dans cette commune que le problème est plus grave lorsqu'on parle de la région d'Agoni. L'accès à l'eau potable à tous les Béninois reste l'une des priorités de l'exécutif, répond le ministre en charge du secteur qui rappelle les 2 axes autour desquels le gouvernement voudrait organiser ses actions d'ici à l'horizon 2021 pour juguler la crise de l'eau potable. En milieu urbain, nous pensons donner de l'eau à 2,7 millions de personnes qui seront nouvellement donc impactées en dehors de celles aujourd'hui qui ont de l'eau d'ici 2021. Et en milieu rural, environ 4 500 000 personnes. En milieu rural, 4 500 000 personnes qui seront nouvellement donc impactées en dehors de ces quelques millions qui ont l'eau aujourd'hui et qui subissent les difficultés que les honorables députés ont relevées lors des questions qui ont été posées. Les députés se sont ensuite prononcés sur le projet de loi portant autorisation d'adhésion à la Convention des Nations Unies sur l'utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux. Une convention signée le 23 novembre 2005 à New York aux États-Unis d'Amérique qui permet de réduire au maximum les obstacles à l'utilisation des dites communications contenues dans certains traités de droit commercial international. Le Parlement a aussi examiné et approuvé la ratification et ou l'adhésion du Bénin aux conventions, protocoles et accords de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Un ensemble de textes auxquels il faut joindre l'accord relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité de la non-prolifération des armes nucléaires signé le 15 mai 2005, du protocole additionnel à cet accord et du protocole relatif aux petites quantités de matière. Des documents contenant des principes et normes auxquels les députés autorisent le Bénin à adhérer vu les exigences et profits que le pays pourrait tirer du domaine nucléaire civil. L'appui que peut apporter l'Agence internationale de l'énergie atomique à travers
notre adhésion totale à l'ensemble des protocoles et conventions précités doivent nous permettre donc de partager non seulement l'expérience de cette organisation internationale à travers ses membres qui sont bien avancés dans la gestion, je dirais, de ce secteur, mais également le soutien financier nécessaire pour mettre en place un certain nombre d'infrastructures dont nous avons besoin, même si nous ne produisons pas d'uranium, même si nous ne produisons pas d'énergie électrique. Et cette adhésion, effectivement, va nous faciliter ces appropriations-là. Aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes souffrent du cancer qui peut concerner n'importe quel organe de l'organisme. Eh bien, pour traiter le cancer, il y a le volet chirurgical, il y a la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Mais vous ne pouvez pas avoir un centre de radiothérapie si vous n'avez pas l'autorisation de l'AIEA, si vous n'avez pas l'accompagnement de l'AIEA. Parce que les rayons qui sont utilisés sont des rayons radioactifs. Et par rapport à ça, l'AIEA est très disposée à nous accompagner, mais exige notre adhésion à ces instruments. Chacun des projets de loi précédents ont reçu un avis favorable à l'unanimité des députés présents et représentés. Il faut enfin ajouter à ceux-ci le vote à l'unanimité des membres du Parlement 8e législature du projet de loi portant autorisation de ratification par le gouvernement de la Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement signé à Lomé au Togo par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine le 15 octobre 2016, puis le projet de loi portant autorisation de ratification de la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, adopté à Malabo, en Guinée équatoriale, le 27 juillet 2014. Quittons à présent Porte-Novo pour Parakou, c'est au nord du Bénin, fin dimanche du 4e congrès ordinaire de l'Union islamique du Bénin à la mairie de Parakou, bien sûr, 2 jours durant. Les participants ont revu les tests fondamentaux dans le cadre de la restructuration de l'Union. Asifatou Ali Mohamed Moussa préside le nouveau bureau élu à l'issue de l'Assemblée générale. Abdlof Idrissou et Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour le compte-rendu. Les congressistes de 77 communes du Bénin participent aux travaux de cette rencontre. Au menu, la restructuration de l'Union après l'unité retrouvée. La tenue de ce 4e congrès ordinaire est l'une des résolutions de l'accord de réconciliation parrainé par le président de la République. Les représentants de l'Union ont tenu une rencontre de réconciliation sous les auspices de la haute autorité. À cette occasion, les membres de l'UIB ont convenu de œuvrer dès à présent au retour de l'unité au sein de la communauté musulmane du Bénin. Enfin, poursuivre les travaux de réforme nécessaires à la convocation d'un congrès le 30 juillet 2019 au plus tard, dans un climat de paix et de convivialité. Les valeurs de l'islam dans la préservation de la paix sont évoquées. Le chef de l'État a des attentes au terme des activités de cette Assemblée générale. Le désir du président Patrice Talon est qu'au sortir de cette assise, l'Union se dote des structures institutionnelles, favorisant premièrement l'éducation à la paix durable, deuxièmement permettant en tout temps et tout lieu la médiation sociale, le dialogue et la tolérance, et troisièmement œuvrant pour le développement économique, culturel et social, surtout de la commune. Enfin, le souhait du chef de l'État est également de voir votre Union se doter de moyens pouvant aider notre pays à endiguer l'extrémisme violent, de telle provenance idéologique ou religieuse qu'il soit. La réussite de ce congrès est le fruit de l'implication personnelle du chef de l'État dans la réconciliation de la communauté musulmane. Pour le comité ad hoc chargé de l'organisation, la mission est accomplie. Réussite totale, et je profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État. Parce que si on parle de notre 4e congrès aujourd'hui à Parakou, c'est grâce à lui. Les deux partis se sont compris et désormais il y a une seule union, l'Union islamique du Bénin.
Nous remercions aussi le ministre d'État, je le remercie beaucoup, et tous ceux qui ont œuvré pour que l'Union islamique soit unique et indivisible. Le Congrès exprime sa gratitude à l'endroit du chef de l'État et aux acteurs de l'organisation des assises. Je remercie le Tout-Puissant Allah qui m'a encore honoré. Mes remerciements est sincère à l'endroit du président de la République. Que son temps soit la paix et la concorde et l'harmonie dans tout le Bénin tout entier. Je souhaite à chacun de nous pour assumer ses responsabilités pour la communauté musulmane du Bénin sur l'harmonie, la concorde, pour pouvoir assumer la lourde tâche qu'on nous a confiée. Un bureau de 47 membres est élu à la tête de l'Union islamique du Bénin avec un mandat de 3 ans. Leïla Diovi expose au Bénin après la France, les États-Unis et le Cuba. L'œuvre intitulée Malaika Dotou Sankafar est exposée au Bénin sur l'initiative de la Fondation Claudine Talon. Le travail parle de justice, de liberté, de libération. Ghislain Pouguet nous présente l'exposition actuellement en cours au siège de la Fondation. Voici les images. Je vais vous présenter un projet collaboratif qui s'appelle Malaika Dotou Sankofa. Malaika Dotou Sankofa. Une œuvre qui prend sa source dans une pièce poétique, comme un enfant issu d'une romance, d'un poème. Ça commence avec un poème que j'écris à l'automne 2016, qui a pris le nom de la série, qui s'appelle Malaika Dotou Sankofa, lettre ouverte. Une lettre ouverte qui porte un nom angélique, Malaika signifiant ange en swahili, Dotou, une invitation gon au courage, et Sankofa, un oiseau messager qui vole la tête tournée vers l'arrière pour dire qu'il faut tirer leçon du passé pour affronter le futur. Un symbole du peuple akan partagé entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Un projet pluridisciplinaire qui mêle photographie, poésie et installation. La première image présente un personnage androgyne vêtu d'un costume étriqué dans un univers sombre comme carcéral, se regardant avec un air de qui suis-je, où suis-je. La deuxième image présente Malaika Dotou Sankofa dans un espace lugubre avec une lumière qui rappelle un milieu carcéral, un choix fait à dessein. Nous sommes dans le décor de l'ancien palais de justice de Dakar, dans les sous-sols, un lieu qui a été choisi par Loïc Oquet pour pouvoir restituer le mieux possible cette ambiance carcérale. Le mobilier a été trouvé sur place, des vieux livres de loi, un vieux bureau mangé par la rouille, tout ça c'était dans les ruines de l'ancien palais de justice. Et comme on voulait également parler de la décrépitude de la justice et des institutions, c'était vraiment une aubaine pour nous de pouvoir avoir ce lieu avec tous ces décors qui étaient à disposition. Un décor avec une lumière cinématique, un clair-obscur qui évoque un univers inquiétant où le personnage semble être mis au fer. Dans le tableau numéro 3, le personnage de Malaika est attablé à ce bureau mangé par la rouille pour écrire le poème, écrire cette lettre ouverte qui informe les autres et peut-être elle-même de ses projets et de ses aspirations à sortir un peu de l'enfermement dont elle est victime depuis si longtemps. Cette image précède une autre qui, par l'absence, fait penser à une libération. Des livres, représentation du savoir jeté au sol, la pastèque et le poulet grillé, cliché raciste qui veut que le nègre raffole de ce fruit et de la viande de cette volaille. Et cette lumière jetée sur l'absence du personnage et ses objets pour signifier une sorte de libération et de passage de l'ombre à la lumière. On est passé de l'ombre à la lumière. Malaika s'est extrait, elle est en train de se reposer, en train de rêver. Tout cela, tout ce décor-là, c'est ce qu'on a trouvé sur place. On n'a pas peint le mur en bleu, on n'a rien rajouté, les sièges étaient comme ça. Dans le palais de justice de Dakar, l'ancien palais de justice du Cap Manuel, on a donc mis notre personnage de Malaika ici pour la montrer en train de rêver, de construire autre chose. Et puis c'était important pour nous aussi d'évoquer cette phase de sommeil, puisque dans la religion traditionnelle, on sait que c'est le moment où les ancêtres peuvent nous souffler un certain nombre de solutions à nos problèmes. Solution trouvée, force retrouvée pour se libérer et rester debout. Et l'image la montre debout, en équilibre sur des livres et la justice, nourrie par le savoir et prête à prendre son envol, les ailes écartées. Marie-Agnès Gomis, danseuse sénégalaise qui joue ici le personnage de Malaika Dotou Sankofa,
avec ses ailes, transporte le visiteur vers le tableau final. Ça, c'est mon image préférée. De vieux escaliers, délaissés pour les murs. Tout le message est là. Il va falloir créer de nouvelles voies, franchir pas mal d'obstacles et peut-être briser quelques murs pour enfin arriver à nos fins en tant qu'Africains. Et le bonus pour finir la traversée. Tout d'abord, cette machine à écrire dans un nid de barbelés pour parler de liberté d'expression entravée, de violence, et puis des vieux livres, puisqu'il s'agit d'anciens livres de loi, dont un sur la justice indigène. On parle donc du code de l'indigénat dans les années 30, à une époque où l'Afrique occidentale française existe toujours. Et puis un vieux dictionnaire des années 20, un dictionnaire français, un dictionnaire ouvert à la page nègre pour voir comment nous, les Africains, nous étions représentés dans ces dictionnaires au début du siècle dernier. Une œuvre sur la représentation de soi, l'enfermement et la libération. Et le petit détail, pas négligeable, des plumes rouges de perroquet. Des plumes rouges de perroquet pour s'attirer les bénédictions d'Olofi, Olodumare, Mahou, l'être suprême. Et puis pour faire le pont avec le prochain sujet de mes recherches artistiques qui traitera de la migration des rites, une divinité féminine de la religion traditionnelle. Exposition visitée par personnalité et anonyme. C'est une très belle exposition qui donne un beau panorama de l'univers artistique de Leila Adjovi. Une maîtrise technique, une très belle initiative de la Fondation Claudine Talon de donner à voir l'œuvre. Cette démarche s'intègre pleinement dans la volonté de l'actuel gouvernement de valoriser, en particulier du président de la République qui souhaite promouvoir et valoriser nos artistes plasticiens béninois. C'est une œuvre vraiment puissante sur le message qui est véhiculé. C'est une artiste béninoise, talentueuse, qui a été exposée un peu partout dans le monde et qu'on a la chance de découvrir au Bénin. Donc vraiment, c'est une œuvre que je recommande. Très très belle exposition. Je suis juste ravie et complètement sous le charme de ce qu'elle nous propose aujourd'hui. On a une exposition qui est riche, on a une exposition qui nous dévoile une puissance artistique qui est incontestable. Je pense que tous les visiteurs seront d'accord avec moi et pourront reconnaître en tout cas en son travail quelque chose de très beau, de très fort. La série ainsi représentée a été primée à la Biennale de Dakar en 2018. Merci Ghislain Poguer. Cotonou abrite du 25 au 27 juin prochain le deuxième séminaire international du programme Apprendre. C'est une rencontre pilotée par l'Agence universitaire de la francophonie au cœur des échanges, la recherche en éducation pour un enseignement de qualité. La cérémonie d'ouverture a connu la présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, Lénèque Agbazaou, Igor Ayosso. Innovation et recherche au service de l'enseignement. C'est le credo du programme Apprendre. Entendez, appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement de ressources. Le programme réunit ici à Cotonou enseignants, chercheurs, consultants et experts du secteur éducatif provenant de divers horizons. Une initiative de l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, soutenue par l'Agence française de développement, AFD. À l'ordre du jour, le problème de la recherche en éducation qui se pose en Afrique subsaharienne. Ces causes sont multiples. Une absence dans la plupart des pays d'une politique publique de recherche et d'innovation. L'absence dans la plupart, pas dans tous, des pays d'un système national de recherche et d'innovation qui soit structuré et qui soit performant. L'urgence pour les partenaires techniques et d'accompagner ces pays à construire un système national de recherche et innovation performant. Le gouvernement du Bénin, pleinement engagé dans les réformes pour un enseignement de qualité, épouse la vision de l'AUF. C'est donc naturellement avec un grand intérêt que nous accueillons ici à Cotonou ce séminaire régional et participons au programme Apprendre dont les résultats sont susceptibles de contribuer à l'amélioration de la qualité de nos formations à travers un appui en expertise et une mise en réseau de praticiens qui y sont engagés. Les deux composants du programme Apprendre nous intéressent parce qu'elles peuvent apporter un soutien significatif
à l'amélioration de nos systèmes éducatifs, notamment dans la recherche de pédagogie innovante, par le succès de la mission de formation des formateurs qu'assure l'enseignement supérieur afin de doter des autres zones d'enseignement en personnel enseignant de qualité. Les différents débats vont permettre d'affiner les réflexions et méthodes afin d'encourager la recherche et l'innovation, gage de la qualité de la formation des élèves et étudiants. L'école primaire publique Saka Bukukene de Candy est le point de rassemblement des correcteurs du CEP, le certificat d'études primaires dans le département de la Liborie. Pas de quoi que depuis hier que les travaux ont démarré. Les explications de Sani Moumouni Seydou. À l'abri des regards, il décide du sort de milliers de candidats. Dans la sous-commission éducation scientifique et technologique, s'appliquent 54 correcteurs et 12 superviseurs. Chaque item, chaque question est traitée, n'est-ce pas, au niveau de la grille, et les réponses possibles que l'apprenant, que le candidat est appelé à donner sont répertoriées. Et les notes affectées à chaque réponse. Le correcteur a seulement l'obligation de s'approprier de cette grille-là et d'apprécier à son tour la copie des candidats. Ambiance similaire dans les autres sous-commissions. Il est exigé des correcteurs discipline, sérieux, intégrité et rigueur. Les 272 correcteurs qui étaient conviés à cette tâche ont répondu, j'allais dire, dans leur majorité présent. Les premières copies ont déjà été livrées au secrétariat et le secrétariat relevé a déjà commencé timidement son travail. D'ici vendredi, environ 9600 copies doivent être corrigées. Les candidats seront délivrés dans quelques jours. Plus de 112 que cette compétition continentale a démarré. Les amoureux du football face à un écran géant profitent de cette Coupe d'Afrique des Nations. Une occasion pour les promoteurs des bars d'augmenter leur chiffre d'affaires. Mais avant de bénéficier des droits de diffusion, ils doivent payer des frais à l'ORTB. L'ont-ils déjà fait? Les agents du service des relations publiques de l'ORTB, à travers une tournée de contrôle de diffusion de la CAN dans les quelques bars, bien sûr de Cotonou, ont répondu à cette interrogation dans ce élément réalisé par Accetancy et Bruno Rotepo. Vous avez été informé que pour diffuser les matchs dans le public, il faut payer. Le match en public, c'est pas ici. Nous sommes là, c'est moi qui les ai mis à l'unité. Vous m'excusez, il y a un problème avec la Côte d'Ivoire. On peut mettre en télévision. Pardon, c'est vous qui êtes le problème. Il y a un problème avec mon pays, on peut mettre en télévision. On ne peut pas me filmer. C'est vous qui êtes le responsable. Si on arrête la caméra, on peut parler. Il y a un problème ici, un réfugié. On ne peut pas me filmer. Mais c'est vous le responsable d'ici? D'ici est le responsable. En fait, c'est moi qui gère le match. Je viens le week-end ici à Porto-Nouveau. Comme ça, ici, il y a le match ici. Au dehors, on ne met pas le match pendant que ça se joue. Mais s'il y a quelque chose pour nous clarifier, ce serait la bienvenue. Donc, on va adhérer. Je sais que dans mon pays, quand vous regardez les matchs en direct, il y a une structure commerciale qu'on appelle le Burida. Quand tu allumes, tu dois payer le Burida. Moi, ici, je sais un peu. Nous sommes l'année passée en décembre pour parler de ça, les policiers. On allait vers eux pour s'acquitter de ce que nous devons faire pour qu'on n'arrive pas. Mais si ce qui est concernant la canne, c'est quelque chose, pour le moment, on n'a pas été encore informé. C'est justement pour vous informer que nous sommes là pour diffuser la CAN dans ces conditions-là. Déjà, dans cet espace-là qui n'est pas à usage domestique, il faudra payer quelque chose à l'ORTB qui a acquis les droits de diffusion terrestre. Ça nous a coûté plus d'1 milliard. D'accord? Donc, non seulement grand public, mais à but commercial. D'accord? Donc, on va vous laisser notre contact pour que vous puissiez passer pour remplir les formalités. C'est une délégation de sensibilisation qui est venue vers vous ce soir pour vous informer, vous sensibiliser à vite remplir les formalités. Sinon,
Et notre équipe va venir. Je connais la structure. Voilà. En fait, c'est un nom de voilà. Donc, c'est que demain matin, avec vraiment notre foi, nous serons venus vers vous pour remplir toutes les formalités. Merci beaucoup. Parce que je sais un peu que les gens des trucs, il y a beaucoup de dépenses. Et c'est pas facile quand ils vous voient la chaîne RTP rétablir tous les matchs en direct. C'est des coûts vraiment très énormes. On va essayer de vous aider aussi à être conforme à ce que vous dites. Et demain matin, on va venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. La commune de Tori-Bosito célèbre sa diversité culturelle. Elle organise depuis ce lundi 24 juin sa deuxième édition de la grande foire agricole de Tori-Hue 2019. Et c'est à le soutien du PROCAD, programme cadre d'appui à la diversification agricole. Yves Agodok-Pessi et Jérôme Mongbor on prépare bien sûr à cette rencontre. Voici les images. Pour ce premier essai, ce fut un coup de maître. Grâce à l'accompagnement de nos partenaires habituels. C'est une réussite qu'entend rééditer cette année la commune de Tori-Bosito et le PROCAD, programme cadre d'appui à la diversification agricole. La deuxième foire agricole pour la 61e édition des festivités culturelles Tori-Hue 2019. Lorsqu'on organise des foires du genre, les gens de Tori vont apprendre de ceux qui vont venir exposer et vice-versa. Et donc, Tori étant un grenier, le programme cadre d'appui à la diversification agricole ne pouvait pas rater cette occasion quand même de venir voir comment les technologies évoluent et comment on va les présenter à d'autres couches. Les festivals culturels du genre font partie des initiatives fortement encouragées par le gouvernement. Ces fêtes organisées au niveau de rencontrer des populations et des communes du Bénin permettent donc des déplacements, permettent des nuitées, permettent des excursions, donc du tourisme de façon globale. Et cela s'inscrit parfaitement dans le programme d'action du gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, qui a placé le tourisme et la culture comme le levier du développement économique de ce pays parce que contributeur, ces deux secteurs de richesse, de devises et d'emploi. Face à cette prouesse renouvelée, le préfet de l'Atlantique, par la voix du maire, invite les Tolinous à l'union. Chaque jour qui passe et les événements qui les meublent nous instruisent à Tori que nous devons rester davantage unis, nous mettre ensemble pour montrer que nous sommes davantage frères afin d'impulser le développement de notre commune. Les communications des spécialistes de la faculté des sciences agronomiques FSA et du PROCAD sont prévues pour renforcer les capacités des producteurs et susciter chez la jeunesse l'esprit entrepreneurial. Que la foire agricole qui est en train de s'ouvrir et qui va se clôturer le samedi prochain soit l'occasion pour nous, une fois de plus, de révéler au Bénin et au monde ce que Tori regorge en matière de potentialité agricole, touristique, artistique et culturelle. Je souhaite une excellente fête de Tori-Hue à tout le monde. Je souhaite une bonne foire agricole et touristique à tous les forains et à toutes les forêts. Le PROCAD invite également tous les autres projets qui agissent au niveau du ministère de l'Agriculture sur la transformation, sur la commercialisation et d'autres domaines encore de la vie agricole à venir s'investir. Concerts de musique, matchs de football, retraites au flambeau et autres sont également prévus pour meubler cette foire agricole, commerciale, artistique et culturelle de Tori-Bosito. Le Centre culturel chinois de Cotonou célèbre la semaine de la culture et du tourisme de Chine le 22 juin dernier. Une exposition de photographie et de costumes a été consacrée à la province du Yunnan, située dans le sud-ouest de la Chine. Chants et danse au rendez-vous, moment de brassage interculturel vécu par Nicanor Corvi et Louis Koudobo. Voici les images. Au sud des nuages de la Chine, il est une région multicolore, s'étalant des gorges du Saut du Tigre au lac Shudo. C'est Yunnan, la province abritant la ville du printemps éternel, première destination touristique de Chine, riche de ses paysages pittoresques et de sa diversité culturelle, déclinée dans cette exposition.
À découvrir du Yunnan, 1000 visages d'une province suspendue entre terre et ciel, comme la mystérieuse forêt de pierre de Xiling, ou encore les rizières en terrasse de l'ethnie Hani, patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Yunnan, compté au public béninois, c'est aussi et avant tout 26 ethnies minoritaires devenues attractions touristiques par la force d'un héritage culturel défendu par l'art des costumes, de la chanson et des danses. Bénin et Yunnan, de l'amour en veux-tu en voici, une romance qui se tisse en mailles serrées, à coups de bécos brûlants, à coups de coopération culturelle et touristique. Merci Nicanor Corvi. La Maison des Jeunes de Bembereke abrite ce samedi la 3e édition du Festaco. Le festival du taco est organisé chaque année par le consortium Mononsina. Dans la commune de Bembereke, plusieurs activités culturelles, commerciales, éducatives et récréatives ont meublé l'événement. Michel Dacour et Kanel Kapour pour plus de détails. La tenue traditionnelle taco est à nouveau à l'honneur. Le Festaco, festival du taco de Bembereke innove, foire artisanale. Exposition photo. Atelier d'initiation et défilé de mode. Cinq jours d'activités intenses pour promouvoir la culture Baton, Beau et Fulfulde. Nous l'avons fait la première année niveau arrondissement, la deuxième année niveau commune et nous continuons. Nous continuons en nous ouvrant à d'autres localités. Nous continuons en donnant une dimension nationale à ce festival et nous espérons que l'année prochaine, le festival pourra devenir international. Je vous le dis en même temps, c'est qu'il y a des gens des autres pays qui sont en train de prendre contact avec nous pour demander à être présents lors de ces éditions du festival. Ouvrir les ailes, oui. Mais le Festaco entend prendre son envol en s'appuyant davantage sur la volonté de l'exécutif d'opérer une véritable révolution culturelle au Bénin. Ici, aujourd'hui, nous disons nos félicitations au consortium, nous disons nos félicitations à tous les artisans, à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la fête d'aujourd'hui. Je note, sans risque de me tromper, que l'initiative d'organiser un festival qui fait la promotion de la culture vestimentaire cadre parfaitement avec le programme d'action du gouvernement du président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Je reste donc persuadé que le Festaco contribuera à l'instauration du consensus, de l'unité et de la cohésion entre les filles et les fils de l'ère culturelle Batono autour des enjeux du développement à la base. C'est pourquoi je voudrais espérer que la célébration de cette 3e édition du Festival Taco produise plus d'impact positif au plan culturel, social, économique au fin d'une renaissance culturelle dans la commune de Bembereke, que dis-je, dans le département du Borgou. Pour cette 3e édition, le festival a reçu le soutien de plusieurs partenaires, dont celui de la coopération suisse et de l'association pour le développement des communes du Borgou, ADECOM. Une très belle richesse. Le Centre béninois des langues étrangères CBLAE a élu la Miss 2019 suivie de ces 2 dauphines. C'était à l'occasion de la célébration du 50e de l'Institut ce vendredi à la salle Idriss Déby de l'Université d'Abomey-Calavi. Suivez le compte rendu de Oceana Moussou et de Edwige Agosso. Lydia, 25 ans, remporte la couronne de Miss CBLAE 2019. À ses côtés,
Peace et Esther, respectivement première et deuxième dauphine. Un trio anglophone, 10 candidates étudiantes en langue étrangère ont rivalisé de charme et d'intelligence. Elles sont très belles, c'est pas pour vous flatter mes chères dames. Vous êtes belles et cette beauté n'est pas seulement physique. Le Sébélaye compte plus de 90% de femmes parmi son public. Et c'est pourquoi, depuis 3 ans maintenant, nous avons jugé nécessaire d'honorer toutes ces femmes qui viennent apprendre chez nous. Miss Sébélaye et ses dauphines gagnent le soutien de l'Institut pour la réalisation de leur projet. Entre autres, la construction d'une grande salle pour les enseignants. Mon projet concerne les professeurs, les salles de conférence des professeurs, le bureau des professeurs. Et après, aujourd'hui, je vais commencer à mon projet. Oui. Le Sébélaye, c'est une trentaine d'années d'expérience dans la formation linguistique. Il fait ses preuves en français, anglais, espagnol et allemand. Voilà qui vient mettre thème à cette édition. Merci d'avoir suivi et passez tous une très bonne nuit. Je peux dire vous dire bonjour puisque nous sommes déjà le 26 juin 2019.